Serge Michel, qu'est-ce que ça devient les Nuits debout? Vous avez suivi ce cas? Écoutez, qu'est-ce que c'est d'abord? Ça se maintient toujours. On ne va pas dire que c'est la chienlit, mais si, pourquoi pas. La chienlit, vous savez, cette expression qui avait été utilisée par De Gaulle à propos des événements de 68. Vous dire que ce sont des événements composites, très complexes. Pour moi, à mes yeux, 68 a été véritablement une révolution avec un R majuscule, puisque selon la définition de Gustave Le Bon, les révolutions interviennent en changeant les idées. Donc la Weltanschauung, la vision des peuples, c'est ça une révolution. Dans les révolutions d'ailleurs, la réforme protestante et spécialement calviniste va changer la vision du monde à certaines portions de la population. Donc la nuit debout, c'est aussi un abcès, j'en termine ici, c'est un abcès de fixation. L'État fixe, pendant que les gens s'occupent de la nuit debout, là maintenant sont les inondations, la nuit debout permet d'entretenir une espèce d'effervescence. Il y a une émulsion d'idées, les gens bavassent plutôt, dans des ateliers, ça leur fait du bien, c'est un grand défouloir. Mais c'est aussi à la périphérie. On sait que cette nuit debout est émaillée d'incidents qui sont parfois des incidents graves et qui maintiennent une agitation révolutionnaire. Le gouvernement peut penser qu'il a tout intérêt à maintenir cette agitation, qu'il peut s'en servir le cas échéant, aussi bien en faisant passer des arrêtés, je ne dirais pas des lois, mais en appliquant plus durement. Vous remarquerez que lorsqu'il s'agit de contester Calais, on applique stricto sensu la loi sur l'état d'urgence qui a été prolongée, mais jamais en ce qui concerne les casseurs violents de Rennes, de Nantes ou de Paris. Donc il y a une instrumentation et même peut-être aujourd'hui, quand je dis instrumentation, c'est-à-dire que l'État n'est pas neutre, il n'est pas indifférent, il est plus que complice. Plus que compliqué. C'est quoi comme population? Vous y êtes allé faire un tour? Moi, j'habite en province, donc je ne suis pas allé. Je n'y suis pas allé, parce que de toute façon, il faut y aller le soir. Oui. Je ne suis pas Filkenkraut, donc je ne suis pas suffisamment connu pour être conspué et évacué. Monsieur Filkenkraut n'a pas du tout apprécié. Oui, il n'a pas apprécié. Bon, apprécié, mais enfin, bon, on ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Vous voyez mes ailes, je suis oiseau. Vous voyez ma queue, vive les rats. C'est du La Fontaine. À la fois, je suis soi-disant, je joue la carte de la réaction, comme Monsieur Zemmour. Je déplore que les pauvres Français adulent Monsieur Zemmour, qui s'est auto-proclamé notre avocat, parce qu'il y a d'autres Français, comme vous, comme moi, qui sont capables de défendre notre propre cause sans s'en remettre à Monsieur Zemmour, qui est le dentiste des dents gâtées de la vieille nation française. Sénile. Voilà, non, je n'y suis pas allé, mais... De toute façon, la nuit, vous dormez, j'imagine. Oui, si je veux travailler un peu dans la journée. Le problème que pose la nuit debout, c'est que les gens qui passent la nuit dehors ne peuvent par définition pas être les travailleurs. Les travailleurs, le jour, travaillent, donc la nuit dorment. Non, c'est pas un peu ça toujours? Il y a beaucoup de questions ces temps-ci par des gens sérieux d'un revenu universel pour tous les jeunes gens jusqu'à l'âge de 24 ans ou de 28 ans, je sais pas quoi. Ah si, c'est un projet qui existe, qui est récurrent. Donc tout le monde aurait son SMIC. Sauf que si on n'a plus l'épée de la nécessité dans les reins... on va plus rien faire. Plus personne ne fera rien. Ça sera Alors, c'est bien de reconnaître le droit à la paresse, mais d'un autre côté, il faut aussi des stimulations. De même que le gain... alors, l'agiotage, c'est pas joli, la spéculation, c'est pas toujours joli, mais si les hommes n'ont plus... je dis pas comme appât, on parle de l'appât du gain, mais comme dynamique. Le fait de pouvoir s'enrichir par... Guizot aurait dit, il ne l'a pas dit, mais puisque Guizot disait « enrichissez-vous ». Enrichissez-vous, mais c'est par l'honnêteté, le travail, l'intelligence, l'initiative. Là, on risque de tarir tout. Mais les gens ne travailleront plus. J'ai une idée.
On va réhabiliter le travail. Pas le salariat, ça c'est le statut du Ah, travailleur. non. Le travail tout court, Mais le travail. Marion, Une femme qui met un enfant au monde, elle le travaille, on est d'accord. Une femme travaille. L'accouchement, c'est un travail. Un livre, l'écriture d'un livre, c'est un travail. La confection du pain, c'est un travail. Messieurs, pendant que vous nous filmez, vous vous êtes préparés, vous avez appris, c'est du travail. Il faut réhabiliter le travail. Le travail est en train de devenir une il faut plaie. aussi rompre définitivement avec l'idéologie de la lutte des classes. Il y a des pays, et l'Allemagne en est un exemple, alors ce qui ne veut pas dire que les Allemands, dans leur branche professionnelle, ne fassent pas grève, mais il y a une collaboration, une complémentarité entre patrons et ouvriers. C'est ce qui se faisait dans les corporations. Je suis né dans un monde où les ouvriers n'enviaient pas forcément les bourgeois, étaient fiers de leur statut d'ouvrier. Fiers, je dis bien fiers. Parce qu'ils étaient fiers de leur travail. Ils étaient fiers de leur travail, de leur savoir-faire. Exactement. Le travail n'était pas considéré comme coûtant trop cher. Moi, j'ai vu apparaître ça. Moi, j'étais socialiste. La dépréciation du travail manuel, maintenant, il faut faire du théâtre. Il faut être intermittent du spectacle. Nos ministres sont des intermittents du spectacle. Moi, j'étais, bon, c'est un secret pour personne que j'étais à gauche étant jeune, et puis je l'ai été pendant très longtemps. Mais j'ai commencé à tourner, j'ai commencé à virer, du jour où je me suis rendu compte que le discours des socialistes était de dire que le travail coûtait trop cher. J'ai dit, mais comment peut-on respecter le travail et trouver des trucs qui coûtent trop cher? Ça va pas. Là, il y a un truc qui va pas. Un travail bien fait, ça peut pas être trop cher. C'est pas possible. Et puis, un travail bien fait doit être... Puisque l'égalité veut qu'on mette tout le monde au même niveau, eh bien, les riches paieront, les salles Richoux, Bourges et compagnie, ils paieront, mais le jour où il n'y aura plus de Richoux et de Bourges, ça veut dire que nous serons tous égaux dans la misère et la pauvreté. Il n'y aura plus que des pauvres. S'il n'y a plus de riches, il n'y aura plus que des pauvres. Voilà. En fait, une bonne société est une société dans laquelle, comme dans l'eau qui commence à bouillir, il y a un mouvement de convection. Les couches inférieures remontent et les couches supérieures aussi, si elles ne sont pas capables de se maintenir, redescendent. Il y a ce mouvement de brassage et de convection perpétuelle. Mais alors la haine du riche... Pardonnez-moi du peu. Alors, sur la loi Macron, une information importante et intéressante. On se demande pourquoi, contre vents et marées, et Périndé à Cadaver, M. Hollande et sa clique maintiennent cette loi qui est franchement impopulaire, vidée ou non vidée de son contenu. Eh bien, la loi Macron ou la loi El Khomri? La loi Macron. Macron, les deux. Mon capitaine, ça marche ensemble. Et puis, de toute façon... un petit patron ne peut pas embaucher s'il ne peut pas débaucher. Voilà. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Il faut, alors on va dire le prolétariat variable d'ajustement. Oui, puisqu'on nous vante par ailleurs qu'on est à l'époque du nomadisme, de la polyvalence, de la reconversion perpétuelle. De toute façon, il y a des dispositifs d'apprentissage permanent, enfin plutôt de reformation, qu'on nous dise pas. Moi, j'ai vu un ancien soudeur, je sais pas un soudeur, mais qui travaillait dans une usine métallurgique. Il est devenu électricien. Alors, il a fait 6 mois de stage. C'est devenu un bon électricien. Pourquoi pas se reconvertir? Bon, sur la loi Macron, donc la libéralisation de l'économie, mais comme à propos de l'usure, la rémunération de l'argent à un certain taux peut être tout à fait justifiée et même légitime, je dis bien à un certain taux, parce que si l'argent s'use et perd sa valeur, il faut qu'il puisse y avoir compensation et que le prêteur retrouve à l'arrivée la valeur de départ ou son équivalent. Pour revenir à la loi Macron, une vidéo tournée en 2012 montre donc Monsieur Hollande n'était pas encore élu, l'homme qui va nous dire Ubi et Orbi, mon seul ennemi, c'est un ennemi invisible, c'est la finance. Bruxelles avait déjà décidé, et au-delà de Bruxelles certainement Manhattan ou la Cité de Londres avait déjà décidé qu'il y aurait une libéralisation totale du marché du travail et autres. Vous dites non seulement François Hollande ne va pas tenir ses promesses électorales, mais en plus, c'est lui qui va devoir flexibiliser le marché du travail. C'est lui qui doit remettre en cause ce que vous appelez the famous CDI, le fameux CDI, contrat à durée indéterminée.
Qui que soit le prochain président de la République française, c'est un travail qu'il va devoir faire, parce que tout simplement la pression des pairs dans la zone euro, la pression des pairs, c'est-à-dire de l'Italie, de l'Allemagne. Et au fond, Monsieur Hollande, et c'est bien vrai, n'a pas hérité de Monsieur Sarkozy, mais il a hérité des injonctions, des ordonnances que lui ont imposées ses commanditaires, et cela vient de loin. Donc, Monsieur Hollande, pour ceux qui ne s'en seraient pas rendus compte, n'est au fond qu'une marionnette. Je n'oserais pas dire un guignol, mais une marionnette qui ne fait qu'exécuter et qui est tenue par ses maîtres d'exécuter, d'ailleurs dans le temps qui lui reste imparti, d'exécuter le programme, la partition. Il ne peut pas s'en écarter. Mais M. Hollande, en ça, là j'en suis persuadé maintenant, est totalement fidèle à ses idéaux socialistes. Il est totalement fidèle aux idéaux de la Révolution française. La Révolution française a aboli... La Révolution française est libérale. On ne va pas dire socialiste, mais égalitariste. Voilà. Alors voilà, pendant la Révolution française, vous aviez ceux qui étaient libéraux autoritaires et ceux qui étaient libéraux. Bon, ça a donné les Girondins et les Montagnards, mais les Français, ils étaient dessous, ils étaient ni l'un ni l'autre. Et ça a donné en Russie, ça a donné les mencheviks et les bolcheviks. Bolcheviks qui voulait dire en fait minoritaire, contrairement à ce que l'on dit, les mencheviks étaient les majoritaires. Mais Lénine était membre du parti, du seul parti unique, c'était le Parti social-démocrate. Quand on nous parle de la social-démocratie, c'est le marxisme révolutionnaire le plus dur, mais dans sa version violente, mais qui cohabitent très bien ensemble. D'ailleurs, ils se nourrissent les uns des autres. Donc, monsieur Hollande et monsieur Macron et tous ces gens-là, en étant socialistes et libéraux, ne sont que fidèles à l'histoire. Alors, au-delà des inondations, on va peut-être conclure sur ce point. On a vu que M. Hollande, c'était comme les pluies de ces derniers jours, inondait véritablement. Un coup, c'était les routiers, un coup, c'est un demi-milliard pour les pédagogues, la République des pédagogues. C'est quoi ça? Un demi-milliard? Un demi-milliard. À qui? À l'enseignement, voyons. À l'enseignement? À l'éducation nationale. Pour enseigner le sexe aux enfants? Pour s'enseigner le sexe aux enfants? Pour enseigner, oui, voilà. C'est vous qui l'avez dit. Mais... Oh, mais je vais apporter des preuves. On en reparlera. On en reparlera. Oh, j'ai beaucoup de documents à cet égard. J'ai beaucoup de documents à cet égard que je pourrais vous montrer. Au niveau de la maîtrise, maintenant, en étant quasiment des analphabètes. Ah, les gens ne savent plus donc, Monsieur Hollande arrose comme le ciel nous arrose. Avec quoi? Avec des billets? Avec de l'argent, il n'a qu'à endetter un peu plus la France. Et oui. De l'argent qui ne sort pas de ses poches, en tout cas. Mais qui, au pire, plutôt pas qu'au pire, sort de nos poches. Ouais. Voilà, la France va être appauvrie, mais Monsieur Hollande aura satisfait sa clientèle, aura essayé à coup d'éteindre, à coup de pluie de billets, d'éteindre l'incendie social, parce qu'il faut bien qu'il y ait un peu d'incendie, mais pas trop, il faut quand même le contenir. Je pense que ça s'appelle jouer avec le feu. Il y en a d'autres avant lui qui ont déclenché des incendies qui n'ont pas su les éteindre. Hein. On ne va pas jouer les Cassandres, on ne va pas conclure, Marion. Pour ne pas conclure, on ne sait pas comment les choses peuvent tourner, mais en tout cas, ça sent mauvais, n'est-ce pas? Oui, on peut dire comme ça. Mais on est là, on n'est pas tout seul. Le ciel nous vient en aide. Merci à vous, Marion Sigaud. Merci à toutes et à tous, et à la prochaine fois.